Eh bien, bonsoir à tous, bienvenue à ce deuxième mercredi de Force républicaine. Vous êtes nombreux et plus nombreux que la fois précédente et c'est bon signe. Merci, un grand merci à vous. Bonsoir à vous toutes et tous ce soir qui êtes également nombreux ici présents dans nos bureaux de Force républicaine. Alors ce soir, un sujet au cœur de nos préoccupations, la dépendance. Nous sommes tous concernés et nous sommes souvent confrontés dans nos familles à cette question. Et puis l'actualité vient de nous rattraper avec ces mouvements sociaux dans les établissements d'accueil pour les personnes âgées où l'on sent bien le ras-le-bol de beaucoup de soignants. Et ce qui a mis le feu aux poudres parmi beaucoup de choses, et notamment les conditions de travail de ces personnels, les baisses de dotation dans ces établissements. Alors pour nous aider ce soir dans nos réflexions, je vous présente nos deux intervenants. Vincent You, au centre de la table, qui est directeur d'hôpital et de maison de retraite, et qui également est élu dans la belle ville d'Angoulême. Et puis, il fut, ça n'a rien à voir avec notre sujet ce soir, mais l'inventeur de la clause Molière, la fameuse clause Molière. Et puis, Édouard de Henzel, bonsoir à vous. Vous êtes fondateur du cercle Vulnérabilité et Société, et vous êtes le co-auteur d'un livre qui fait parler de lui avec ce titre « Mais qu'allons-nous faire de vous ?» Vous posez les sujets avec beaucoup de vigueur, avec beaucoup de sensibilité aussi. On va avoir plaisir dans quelques instants à vous écouter. Notre débat va durer une cinquantaine de minutes et nouveauté, ce soir, nous aurons vos questions qui viendront s'afficher sur nos écrans et nous essaierons d'en prendre quelques-unes et d'y répondre le mieux possible. Alors, d'abord, pour poser le sujet et savoir de quoi l'on parle, je voudrais donner ou rappeler quelques chiffres et commencer par une bonne nouvelle. L'espérance de vie, vous le savez toutes et tous, ne cesse d'augmenter. Entre 1960 et 2015, c'est-à-dire sur la cinquantaine d'années récentes, eh bien, l'espérance de vie a progressé de 67 ans à 79 ans pour les hommes. Et mesdames, vous êtes championnes toutes catégories, puisque pour vous, l'espérance de vie a progressé de 73 à 85 ans. Conséquence, la population vieillit. Les plus de 65 ans représentent plus de 19% de la population. Et ce chiffre a augmenté de 4 points dans les 20 dernières années. Et les plus de 75 ans, qui étaient 7% de la population il y a 20 ans, sont maintenant aux alentours de 10%. Conséquence de la conséquence, malheureusement, le nombre de personnes en perte d'autonomie ou dépendantes augmente. Un peu plus d'1 million de personnes âgées dépendantes en 2010, et avec une tendance qui va se poursuivre dans les prochaines années. Et les prévisionnistes nous laissent penser à plus de 2 millions de personnes dépendantes au milieu de ce siècle, c'est-à-dire dans pas si longtemps que cela. Alors, question simple, et je vais m'adresser à nos deux intervenants. Comment répondre à cette évolution? Par quelle politique publique et avec quelle prise en charge? Jacques Chirac avait coutume de dire que l'on mesurait le niveau de développement d'une société à sa capacité de prendre en charge les plus vulnérables. Dignité, respect des personnes, maintien à domicile, accueil en établissement, soutien aux familles et aux aidants, statut des personnels soignants, voilà autant de questions que nous allons tenter d'aborder ce soir. Je me tourne tout de suite vers Édouard de Henzel, parce qu'au fond, sur ce sujet qui est encore une fois une préoccupation de plus en plus importante pour nos concitoyens, pour nous-mêmes, nous avons malgré tout le sentiment d'un décalage, c'est qu'elle est insuffisamment prise en compte et que l'on ne mesure pas véritablement ce sujet. Alors, première question pour lancer nos discussions, est-ce que vous partagez ce sentiment et quelle analyse faites-vous de cette situation de la dépendance aujourd'hui? Bien, merci. Alors, effectivement, je vais tout de suite répondre à votre question. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le défi du vieillissement n'est pas pris en compte à la mesure des enjeux. Cela dit, je voudrais tempérer un peu le propos en disant qu'il y a quand même des progrès qui ont été
réalisé depuis des décennies. Hein. Si on pense à la culture de l'hospice dans les années 50-70, où les petits vieux avaient aucun droit et que des obligations, on est aujourd'hui quand même dans une situation où les personnes âgées, très âgées, les grands âgés et même très handicapés ont des droits, même s'ils ne sont pas toujours complètement autant citoyens que vous et moi. Ils ont des droits, et ça, c'était affirmé avec force par la loi de 2005. Il y a des choses qui ont été faites, des petites prises de conscience, notamment, tout le monde se rappelle ici, la canicule de 2003, 15 000 morts quand même. Donc 15 000 morts, ça fait bouger les lignes, et ça veut dire qu'il y a eu des mesures qui ont été prises, notamment par le gouvernement Raffarin, 15 000 postes de créés, et puis la création de la journée de solidarité, donc la Pentecôte, dont les fonds sont gérés par la CNSA. Mais est-ce que tous les fonds vont bien aux personnes âgées? Et ça, c'est une autre question. Est-ce qu'ils n'aident pas aussi à combler un peu le trou de la sécurité sociale? Une question qui est posée régulièrement. Si on avance dans le temps, en 2007, l'arrivée au pouvoir de Nicolas Sarkozy, qui est, je pense, le seul président à avoir vraiment positionné fortement sur le sujet, avec tout le débat sur le 5e risque, hein, la création de la 5e branche, donc à côté de la maladie, accident du travail, etc. Et puis la crise est passée par là, donc ça ne s'est pas fait. Et puis tout dernièrement, avec le quinquennat de François Hollande, la loi d'adaptation de la société au vieillissement, qui a eu le mérite de plus regarder le problème par le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire par celui de la perte d'autonomie uniquement, mais plus globalement d'envisager la transition démographique, hein, c'est la chance de la longévité. Mais donc c'est une loi qui est bien pensée, mais pas financée, ou très très peu, et surtout qui ne traite pas le problème qui nous concerne aujourd'hui, c'est celui du financement de la perte d'autonomie, hein, et des établissements. Alors, des enjeux, évidemment, ils sont forts, vous l'avez dit. 2050, doublement de la population des âgés en perte d'autonomie. Donc, deux constats. Le premier, c'est un secteur, effectivement, qui est en crise, mais ça, je laisserai Vincent You développer, mais qui interroge quand même un peu notre système de valeurs. Et je voudrais dire qu'on ne le découvre pas aujourd'hui. Hein. La Cour des comptes, en 2005, avait écrit que les besoins des personnes âgées étaient comblés de moitié, d'une part, et d'autre part, quand on regarde les besoins en termes d'encadrement, aujourd'hui, on voit qu'on est à 4-5 professionnels pour 10 résidents. Dans les pays au développement économique un peu similaires aux nôtres, dans le nord, notamment dans le nord de l'Europe, on est à 10 pour 10. D'accord ? Et avec une forme, alors c'est ça qu'il faut rajouter aussi, c'est que dans les établissements pour personnes handicapées, en France, on est à 12 pour 10. Mais pour les vieux handicapés, on est à 5 pour 10. Vous voyez, il y a une forme de discrimination là, qui peut nous interroger. Donc ça, c'est le premier constat. Et le deuxième, qu'on va aborder certainement tout à l'heure, c'est le problème du reste à charge qui reste lourd et qui va probablement être de plus en plus important, le reste à charge pour les familles, puisque le financement d'un établissement ou même l'accompagnement à domicile, c'est une partie qui est prise, je pense que peut-être tout le monde le sait ici, mais une partie qui est prise en compte par le forfait soins, l'assurance maladie, une autre partie qui est la dépendance qui est prise en compte par les départements, dont on sait que les budgets sont de plus en plus exsangues, et puis une troisième partie qui est l'hébergement pour les établissements qui est prise en compte par les familles. Voilà, donc vous faites le calcul, en moyenne un établissement c'est 2100 €, vous m'avez dit 1009, mais bon, et puis le niveau de retraite moyen est de 1007. Voilà. Enfin, non, ça c'est pas exactement. Non, le chiffre c'est pour les plus de 75 ans. Enfin, bref, en fait, il y a un décalage entre le coût et le revenu, quoi. Tous les mois, on dépense plus que ce qu'on gagne. Donc comment fait-on ? Voilà. Mais ça, on va en reparler. Alors, vous me posez la question de est-ce qu'on est dans l'immobilisme ? Pourquoi est-ce qu'on est en retard sur la question du grand âge et la perte d'autonomie ? Alors, moi, j'ai un avis qui est
personnel, mais je veux le défendre. Pour moi, c'est simple. La société, elle ne veut pas et elle ne peut pas voir ce problème simplement parce qu'elle survalorise en permanence la performance individuelle, l'autonomie, la rapidité, et elle continue de nourrir en permanence, malgré elle, souvent, des représentations extrêmement négatives sur la vieillesse, des stéréotypes, les discriminations liées à l'âge. Discrimination liée à l'âge, l'agisme, qui vient tout de suite après le sexisme, hein, si vous regardez les rapports du défenseur des droits. En gros, ce qu'on pense, que vous pensez, vous et moi, c'est que vieillir, c'est moche, c'est la déchéance, ça revient à un naufrage, c'est ce que De Gaulle disait, sauf que personne ne sait qu'en fait, il parlait de Pétain en disant ça. Donc ça, c'est bien ancré dans notre société. Et le problème, c'est que si on considère à titre individuel que déjà pour nous, pour notre propre vieillissement, c'est pas une chance, c'est pas terrible de vieillir, alors quel regard on peut porter sur les plus vieux et les plus handicapés d'entre nous? C'est très difficile. Donc forcément, on n'a pas envie de voir le problème. Je rajoute aussi l'image d'Épinal qu'on a en tête, c'est-à-dire qu'on est, on croit, on grandit, on est dans la force de l'âge, et petit à petit, on décline, et paf, c'est la déchéance, on perd sa dignité, etc. Alors qu'on oublie en fait complètement la dimension aussi spirituelle, de développement personnel et tout ce qu'il peut y avoir de bien et de bon à vieillir. Et pour moi, c'est imparable. Et là, je vais reprendre une citation de Molière qui disait « Vieillir est le seul moyen que nous avons trouvé pour ne pas mourir. » Donc, à contrario, le meilleur moyen de ne pas mourir, c'est bien de vieillir. Donc, autant, on n'a pas le choix. Dire un mot sur les stéréotypes. Juste 2-3 exemples. Vieux, dans notre esprit, on voit le Monde qui titre « Les vieux prennent le pouvoir », on voit les titres « Tsunami », etc. Les vieux, en 2050, les plus de 60 ans, c'est un tiers de la population. Mais c'est un tiers entre 30 et 60 ans et c'est un tiers entre 0 et 30 ans. Donc c'est parfaitement équilibré. C'est pas une invasion, c'est pas un tsunami dont il faut avoir peur. Vieux égale aussi déprimé. Hein, c'est normal d'être déprimé quand on est vieux. Donc si c'est... Non ah ben, c'est bien, vous réagissez, c'est bien. C'est le regard que pose la société. Quand on est vieux, quand on vieillit, quand on commence à avoir des problèmes, c'est déprimant. Donc si c'est déprimant, pourquoi, puisque c'est normal d'être déprimé, je vais essayer au bout de mon raisonnement, pourquoi soigner cette dépression, puisque finalement c'est normal. Ça l'est moins à 20-25 ans. Je suis un peu provoque, mais c'est exprès. Vieux égale dépendant. En réalité, c'est 17% des plus de 85 ans qui sont dépendants. Vieux égale Alzheimer. Bon, ben c'est bien. Mais si on considère que vieux égale Alzheimer, pourquoi s'en occuper, hein? Parce que la vérité, c'est qu'il n'y a pas de téléthon pour Alzheimer. Mais si les 30-40 ans étaient atteints de la maladie d'Alzheimer, il y aurait peut-être un téléthon pour la maladie d'Alzheimer. Ces stéréotypes se discutent. Il me reste encore un petit peu de temps. Je voulais venir sur l'agisme. On lui laisse encore un petit peu de temps. Alors, l'agisme, donc qui est une forme discrimination liée à l'âge, invisible, c'est les crèmes anti-âge qu'on achète sans se poser de questions sur ce que ça veut dire anti-âge. C'est Aznavour, Lynn Renaud, dont on ne peut pas s'empêcher de faire des compliments en disant ils sont très jeunes, vraiment vous êtes très très jeunes. Non, ils sont fondamentalement, ils sont vieux. Et simplement, ils veulent tellement rester dans le camp des jeunes qu'ils n'assument pas d'être vieux. Donc ça finit par poser un problème. Dépendant, le terme dépendant, pourquoi est-ce qu'il est accolé aux personnes âgées de plus de 60 ans, alors que les personnes âgées de moins de 60 ans sont dites handicapées, les personnes âgées de plus de 60 ans sont dites dépendantes. Dépendants, on est tous interdépendants les uns des autres, c'est péjoratif, donc pourquoi ce terme dépendance qui est dans les textes, qui est institutionnalisé? Ça aussi, c'est une forme de discrimination. La plus belle des discriminations, c'est la barrière de l'âge, parce qu'elle est officielle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez 55 ans, il vous arrive quelque chose, vous êtes une personne âgée handicapée, par exemple, Emmanuel Macron et Brigitte Macron sont dans une voiture, ont un accident, ressortent de cette voiture avec les mêmes séquelles,
on va dire d'Emmanuel Macron que c'est une personne âgée, handicapée, il sera pris en charge, il sera mieux pris en charge que son épouse, qui sera qualifiée de personne âgée dépendante et moins bien prise en charge. Donc ça, c'est la barrière de l'âge, 60 ans. Autre élément de réflexion, 60 ans, aujourd'hui, est-ce que c'est vieux? Est-ce que vous considérez fondamentalement que 60 ans, c'est vieux? Ça fait 200 ans que... Ça fait 200 ans, ça fait 2 siècles, c'est un chercheur qui me dit ça hier, ça fait 2 siècles qu'on considère que la vieillesse commence à 60 ans. Donc 60 ans, effectivement, ça n'est plus vieux. Je m'arrête là. Oui, mais on va revenir sur tous ces sujets. C'est très bien. Moi, je remercie beaucoup Édouard Denizet parce que c'est des pistes de réflexion, mais il le dit très, très sobrement. Mais en même temps, je pense que ses propos portent sur justement le regard que l'on peut avoir. Donc, c'était particulièrement intéressant. Et ce que je retiens de son propos, c'est que finalement, nous partageons tous cette responsabilité. Voilà, souvent c'est la faute de l'État ou c'est la faute à quelqu'un d'autre. Ben là, c'est partagé par tous. Alors, Vincent You, vous avez une expérience justement très, très concrète et c'est ce qui nous intéresse aussi, donc d'avoir une vue globale et concrètement, comment ça se passe? Vous êtes directeur d'hôpital, directeur de maison de retraite, vous avez une expérience qui est riche et en même temps dont vous tirez profit pour proposer en fait un regard, une méthode, une manière de faire qui sont complètement différents de notre approche classique. Je ne résiste pas au plaisir de vous citer dans vos écrits. Vous dites en fait sur la question des EHPAD et de la crise qui s'y déroule, que c'est en fait un doute profond sur le sens de ce qui est fait, une remise en cause d'une dérive technicienne, un appel à la mise en place d'une réelle politique de la dignité. Alors, et là, ce n'est pas un propos intellectualisé, c'est quelque chose que vous vivez, que vous avez vécu au quotidien. Je voudrais que vous nous l'expliquiez et que vous nous fassiez part de cette expérience concrète. Merci. Oui, donc il s'agit d'une expérience très opérationnelle, j'allais dire, dans ma vie professionnelle donc de directeur d'hôpital et de maison de retraite. Et j'allais dire que je suis le témoin à la fois d'une crise de société, d'une crise institutionnelle et en même temps, heureusement, d'un grand bol d'air que je vais essayer de vous faire partager parce que c'est une expérience que je vis actuellement avec les équipes de mon établissement et qui mérite d'être connue et source, je pense, de réflexion. La crise de société, c'est pour rejoindre ce que vous disiez l'un et l'autre, on est aujourd'hui dans une société qui associe la dignité humaine à la notion de performance. Et donc, à partir du moment où une personne devient dépendante, on la cache, on la met en établissement, et il y a une gêne générale sur ce phénomène qui fait que quelqu'un de notre famille, on perd des liens, et on ne s'en occupe plus, on va assez peu le visiter et on s'occupe de payer les mois qui sont chargés, mais en ayant une vraie gêne sur la capacité à considérer que cette humanité peut encore être vivante et persiste. Et ça se traduit par une mise à l'écart institutionnelle qui est assez marquante. Je vous donnerai un exemple qui m'avait frappé il y a quelques années, un EHPAD tout neuf, inauguré par toutes les autorités avec une très grande rentrée. Donc le temps de l'inauguration, l'entrée a été utilisée. Et puis dès le lendemain, la grande entrée était vide parce que tous les résidents, ils étaient au bout du couloir où il y avait une petite fenêtre qui donnait sur la place du village et on voyait les allées et venues sur la place du village pour aller à la boulangerie. Et donc, ce qui veut dire, en fait, moi, ça m'avait marqué comme échec architectural majeur. Je n'étais que visiteur, donc je n'avais pas de responsabilité là-dessus, mais ça m'a fait beaucoup réfléchir. On voyait dans cet exemple le besoin de nos anciens, même dépendants, même avec des troubles cognitifs marqués, de goûter, de manger tout ce qui restait de vie humaine et de croisement de vie humaine autant que possible. Alors souvent, pour ceux d'entre vous qui vont dans des maisons de retraite, quelquefois, ça se traduit par une impression de premier abord qui est un peu difficile, c'est-à-dire que vous avez, et c'était le cas dans la maison de retraite que je dirige, une entrée où vous avez 40, 50 personnes assises en rond d'oignon, j'allais dire, qui somnolent, mais qui sont là parce que c'est là où il y aura quelques mouvements, et donc ils vont pouvoir nourrir leur journée
d'imaginer pourquoi cette personne est venue, pourquoi est-elle habillée différemment d'hier, etc., etc. Donc cette question de mise à l'écart, elle est très importante. Elle se traduit, à mon avis, par une réflexion sur la façon dont on conçoit les maisons de retraite au niveau architectural. Peut-être que j'y reviendrai tout à l'heure, parce que c'est très important. Aujourd'hui, s'il y a une crise des EHPAD, c'est au-delà de l'architecture, c'est que cette mise à l'écart, aujourd'hui, jusqu'à maintenant, nous la confions à des professionnels. Et j'ai l'habitude de dire que nous sommes aujourd'hui en limite de burn-out institutionnel. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le burn-out, c'est lorsque on court sans avoir de sens dans sa course. Donc on meurt d'épuisement parce qu'on est dans une logique du toujours plus et qu'en même temps on a l'impression qu'il n'y a pas de sens. Aujourd'hui, un soignant en maison de retraite ou un professionnel, quelle que soit sa fonction, il a l'impression justifiée que la dépendance ne fait qu'augmenter, ne fera qu'augmenter, et que tout l'investissement personnel qu'on peut mettre dans son travail est déjà perdu, puisque on a l'impression d'être complètement déphasé, perdu face à l'acuité du problème. Ce point est très important, c'est-à-dire que je ne crois pas que les questions de moyens soient premières. Je crois que les questions de moyens sont importantes. Je crois que le souci financier est devant nous, vu l'ampleur du vieillissement et l'augmentation de la dépendance. Mais tout résoudre par la question des moyens financiers ne résoudra pas la crise du burn-out institutionnel, qui est une crise du sens du travail. Il se trouve que dans ce même temps, j'ai eu la chance d'être amené à découvrir ce qui s'appelle la méthode Montessori, non pas telle qu'elle est connue pour les enfants, parce que maintenant c'est une méthode bien connue, mais appliquée aux personnes âgées. Et donc je résumerai en disant, finalement, la ligne, c'est « aide-moi à faire seul ». Et la ligne, c'est « aide-moi à faire seul », c'est-à-dire retrouvons dans chacun des résidents de maison de retraite une personne individuelle avec son histoire, avec ses capacités maintenues qu'on va chercher. Allons chercher le travail d'un professionnel, c'est d'aller retrouver les capacités qui sont maintenues, même s'il y a des troubles cognitifs, et de faire en sorte d'organiser la vie de la maison de retraite en fonction de ces capacités dont on va essayer de tirer le fil le plus longtemps. Je vous donnerai un exemple qui est magnifique, que je n'ai pas vécu directement, mais qu'un médecin de mon hôpital me racontait. Dans un EHPAD du sud Charente, on cherchait une vieille dame atteinte de la maladie d'Alzheimer qui était sortie de son unité fermée. Vous savez, aujourd'hui, on a quand même des pratiques un peu particulières de fermer les unités parce qu'on n'arrive plus à garder ces personnes. Et donc, on l'a considérée comme fugueuse. Les professionnels l'ont cherchée un peu partout dans l'établissement. Ils ont eu la surprise de la retrouver au piano dans le salon de la maison de retraite. Et ils se sont rendus compte qu'elle était pianiste professionnelle et qu'elle avait gardé cette compétence. C'est-à-dire que malgré l'importance des troubles cognitifs, elle avait une compétence qui était maintenue, ce qu'on appelle la mémoire procédurale, la mémoire du corps. Comme un cycliste ne cesse de l'être, un pianiste, j'ai découvert ça à cette occasion, ne cesse pas de l'être. Et donc ça posait deux questions. Finalement, on se rend compte qu'on n'est jamais allé regarder qui était cette personne qu'on accueille. On l'a vu par sa dépendance, parce que tout est construit sur la mesure de la dépendance. Et n'ayant pas fait ce travail de connaissance des personnes qu'on accueille, on n'a pas utilisé, si vous me passez l'expression, ou valorisé ce talent, cette histoire, cette capacité maintenue qui, évidemment, vous pouvez bien penser que, mise au service de tous dans la maison de retraite, elle participait à un bien commun qui était tout à fait nécessaire. Donc cet exemple-là, finalement, peut permettre d'illustrer Montessori, c'est-à-dire que nous, ce qu'on est en train de mettre en place depuis quelques mois, c'est cette recherche des capacités maintenues, et c'est aussi la volonté de donner un rôle social, de maintenir un rôle social à chacune des personnes accueillies en maison de retraite. C'est-à-dire que quand on dit rôle social, il ne faut pas imaginer du travail au noir ou d'autres choses, parce que certains m'ont dit que je faisais travailler les vieux dans ma maison de retraite. De quoi s'agit-il? Je pense à une dame, Liliane. Depuis 15 jours, parce que c'est très récent cette mise en place, depuis 15 jours, son infirmière lui a dit « Écoutez, est-ce que vous pourriez nous aider? Est-ce que le matin, vous pourriez mettre à jour l'éphéméride et donc être celle qui aujourd'hui est venue mettre la date ?» Le premier jour, elle dit oui. Le deuxième jour, on lui redemande, elle dit oui. Le troisième jour, elle s'est levée plus tôt. Elle a dit à son infirmière « J'ai un job ».
Et elle allait remplir son job, c'est-à-dire de changer la date. Alors ça peut paraître anecdotique, je crois que c'est fondamental. Le sourire de cette dame a changé depuis qu'elle a un rôle dans l'établissement. C'est un rôle qui se limite à changer une date le matin. Pour chacun, il y a une capacité à aller trouver ce qui va changer la journée. L'un est facteur, il attend que la poste vienne et puis il va faire la distribution. Pour d'autres, c'est de s'occuper des animaux qui sont à proximité de l'EHPAD. Pour d'autres, c'est de participer au jardin. Pour d'autres, c'est de balayer. Pour d'autres, c'est de mettre le couvert. Pour d'autres, pour nous, c'est une attente et un problème, c'est qu'une maison de retraite gérée par un hôpital, bien souvent, on a transposé les règles de l'hôpital dans la maison de retraite, c'est-à-dire qu'on est omnubilé par l'hygiène. Autant je conçois, et je serai le premier à me battre pour qu'on soit extrêmement vigilant sur les impératifs d'hygiène dans un hôpital avec tous les risques encourus, autant dans un lieu de vie, il ne faut pas inverser les choses. Et donc, nous, la question qui est devant nous, c'est de réorganiser chaque après-midi un petit atelier où ceux et celles qui le souhaitent vont être invités à éplucher les légumes pour préparer le potage du soir. Et après tout, je crois que dans les résidentes, pardonnez-moi ce choix féminin pour cet exemple-là, beaucoup ont passé leur vie à faire ça et seraient extrêmement heureuses de pouvoir retrouver cette activité qui est l'occasion de parler avec les copines, si j'ose dire. Donc, je crois que la question qui nous est posée, c'est de sortir de la mesure de la dépendance, puisqu'aujourd'hui, le financement d'un EHPAD, pour partie, est lié à ce qu'on appelle des points GIR. On est vraiment noyé dans la technocratie. GIR, ça veut dire groupe ISO ressources, ce qui veut dire qu'on vient regarder au début de l'accueil d'une personne, et puis tous les 6 mois, quels sont les points de dépendance qui la caractérisent, et le budget va varier en fonction de l'évolution de ces points GIR. La crise actuelle, c'est qu'il y a un phénomène de convergence de ces financements de la dépendance qui font qu'à un moment donné, on est en train de dire que l'enveloppe est fermée et qu'il n'y aura d'évolution que de rééquilibrage entre les uns et les autres, le principe de convergence. Et donc, on crée le burn-out institutionnel en venant dire que tout est fermé et que, sachant que tout professionnel sait bien que la dépendance est encore un sujet qui est devant nous et qu'il faudra traiter. Ce que vous dites donc, c'est que, bon, vous êtes très réaliste dans ce que vous dites, hein, mais qu'en même temps, il n'y a pas de fatalité à cette perte d'autonomie, qu'elle est plutôt entretenue, en fait, que l'on peut faire autrement. Vous ne dites pas que, évidemment, elle ne surviendra pas, mais vous dites qu'on peut la retarder, on peut quelque part la réduire, et on peut rendre simplement les personnes heureuses. C'est ce que vous êtes en train de dire, et je crois qu'on est au cœur de notre sujet. Je vais venir un petit peu en amont de ce sujet. Avant que l'on en arrive effectivement à entrer en EHPAD ou établissement du même type, est-ce que l'on peut aujourd'hui aussi, notamment lorsqu'il s'agit du maintien à domicile, est-ce que l'on peut avoir une démarche qui ressemblerait à la vôtre pour permettre aux personnes, finalement, et je crois que c'est le souhait de la quasi-totalité des personnes, de pouvoir rester le plus longtemps possible chez soi? Est-ce que l'exemple que vous donnez, il peut être transposable à la question du maintien à domicile? L'un ou l'autre? C'est l'exemple de Vincent You, effectivement. Moi, je suis convaincu que la question qui est devant nous, c'est donc de comment maintient-on des liens et comment maintient-on de l'activité, finalement. La dignité humaine ne dépérit pas en fonction de l'âge, elle est constitutive de la personne, mais la notion de personne, ça veut dire qu'on n'est pas dans une lecture individualiste de la société où chacun est posé à côté de l'autre sans avoir d'autres possibilités que s'occuper que de son intérêt personnel. Nous sommes tous responsables de notre voisin, d'une certaine manière, et donc la question du maintien à domicile, c'est de voir comment dans nos villes, dans nos quartiers, on fait en sorte que ces liens puissent être maintenus. Alors, il se trouve que pour l'agglomération d'Angoulême, je suis vice-président chargé de l'urbanisme, et nous, on met en place une politique qui s'appelle le BIMBI, dont j'ai oublié la transposition, mais qui consiste à faciliter les règles de construction pour faire en sorte que ceux qui le souhaitent puissent construire dans leur jardin. C'est-à-dire qu'au moment où la dépendance arrive, souvent, les habitats ne sont pas adaptés au nouveau fonctionnement du corps humain. Et donc, on est face à une difficulté à rester chez soi. Et donc, la question d'aller en institution découle de l'impossibilité de rester dans une maison telle qu'elle est. Et il y a une question budgétaire qui est très importante. Donc, le BIMBI consiste à pouvoir
peut-être vendre une partie du jardin, vendre une partie de la cour ou construire de manière différente pour faire en sorte qu'il y ait un revenu qui permette l'adaptation de la maison. C'est une règle de souplesse, ça va dans le sens de la fin de l'extension urbaine, mais ça va aussi dans le sens du maintien dans les lieux, c'est-à-dire que c'est une façon de retrouver une capacité financière pour une personne, pour faire varier son bien en fonction d'un âge de la vie qui nécessite d'autres organisations. Édouard de Henzel souhaitait intervenir. Ouais. Oui, je peux. J'ai une question pour Vincent You. Revenir sur votre exemple d'établissement, l'exemple que vous avez donné, c'est duplicable. Pour vous, c'est duplicable facilement? Il y a besoin de plus de personnel, autant de personnel? Je suis absolument convaincu que c'est duplicable. Ce n'est pas une création de Confolens, c'est un sujet qui existe ici et là. Il y a d'autres noms, d'autres démarches, Humanitude ou autres, pour ceux qui connaissent, qui vont exactement dans le même sens, ou en tout cas qui vont largement dans le même sens. C'est duplicable et c'est l'attente des soignants. Moi, la joie que j'ai eue pendant cette formation, c'est d'entendre à la fin de la formation des infirmières aides-soignantes me disaient « Je doutais de mon métier, je retrouve le sens de mon métier, je suis content de retrouver ma vocation ». Et donc ça, je crois qu'il y a une attente assez large. Alors, est-ce qu'on gagne du temps? Oui, je vais vous donner 2 exemples très précis. Nous, dans un fonctionnement hospitalier, calqué dans une maison de retraite, finalement, on ne se posait pas la question, on fait les toilettes de tout le monde. Et puis en sortant de formation, les mêmes se sont dit, mais ce monsieur, si je lui proposais de faire sa toilette seul, le premier jour, il a fait son visage. Deuxième jour, il a fait le visage et le torse. Le troisième jour, le visage, le torse et la toilette intime. Et maintenant, on ne lui lave que le dos parce que l'effort est un peu plus particulier. Et donc, il y a un gain de temps sur un exemple comme celui-ci. Notre équipe, pour de bonnes raisons, toujours des bonnes raisons au départ, avait organisé les choses pour que le petit déjeuner de la maison de retraite soit préparé par l'équipe de nuit. L'équipe de nuit, croyant bien faire, tartinait toutes les biscottes pour l'ensemble des résidents. Et le matin, les résidents, ils n'avaient pas le choix, ils avaient une biscotte avec du beurre et quelque chose de plus éventuellement. Là, on repart dans une démarche de choix, c'est-à-dire est-ce que vous voulez du beurre, est-ce que vous ne voulez pas de beurre, et donc il y a un gain de temps. Moi, l'équipe de nuit m'a dit, j'ai gagné 3 quarts d'heure, je ne beurre plus les biscottes, on leur laisse cette chance, cette responsabilité, cet acte du quotidien. On arrête de les dépouiller, on leur laisse le choix d'être aidés ou de ne pas être aidés. Et là aussi, il y a un gain qui est très net. Alors après, il ne s'agit pas de dire qu'on va faire des économies sur les établissements en question. Je pense que c'est une question de recentrer le temps sur des aides essentielles qu'on n'arrivait pas à faire bien parce qu'on aura gagné du temps sur d'autres aspects du quotidien. Mais je pense à des questions aussi beaucoup plus concrètes, vraiment du quotidien. Quand le commerçant du coin ferme, comment on va faire ses courses? Il faut aller au supermarché à 10 km? Ah oui, mais on ne prend pas sa voiture. Est-ce que ça aussi, ce ne sont pas des politiques en fait presque de bon sens, mais qui en même temps sont parfois compliquées à mettre en œuvre? Parce que le commerce qui a fermé n'a pas fermé de gaieté de cœur, c'est parce qu'il a de la concurrence d'autres, etc., etc. Bref, est-ce que là aussi, comme vous disiez tous les deux en introduction, est-ce que ce n'est pas notre modèle de société qui amène ça et qui doit chercher, lorsque l'on interroge les politiques publiques, des contreparties ou un équilibre à cela? Qu'est-ce que vous pouvez en dire l'un et l'autre de cela? Simplement qu'effectivement, le vieillissement concerne tous les ministères. Le logement, effectivement, si on veut anticiper, prévenir la perte d'autonomie, tous les champs sont concernés. Je repense à ce que vous disiez sur cette formule, tout le monde veut pouvoir rester à domicile, être maintenu, déjà le terme maintenir, mais être maintenu à domicile, rester à domicile le plus longtemps possible. Mais ça veut dire quoi le plus longtemps possible? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? La chute, l'hôpital, dénutrition, paf, établissement, et puis établissement qu'on n'a pas choisi parce qu'on n'y a même pas pensé, parce qu'on voulait surtout pas y aller, donc on n'a pas anticipé, donc on se retrouve là où il y a de la place, et quand il y a de la place, c'est pas forcément les meilleurs. Il faut augmenter le donc, nombre non, de mais places. j'en viens à ce Ouais. il faut faire attention à ne pas rentrer dans ces modes. C'est vrai que la grande majorité souhaite rester à domicile, mais il y a aussi des gens qui sont plutôt extravertis, qui peuvent, ça existe, hein, qui vont visiter alors qu'ils sont encore en bonne forme des établissements, qui disent ah bah tiens, si un jour je faiblis, cet établissement m'irait bien. Ils anticipent.
C'est ça qui est important. Et dans les familles aussi, d'anticiper. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire? Qu'est-ce que les aidants familiaux, les proches seraient prêts à faire pour leur Ça renvoie leurs à votre propos initial qu'on ne veut pas vraiment regarder le sujet. Ben oui. Alors, j'ai pas vraiment répondu à votre question, mais en même temps, je suis pas très compétent sur. Mais alors, les questions arrivent. Alors, on change, enfin, on reste dans le sujet. Est-ce que, selon vous, la grève de demain dans les EHPAD vous paraît justifiée? C'est Élodie qui pose cette question. Pour moi, elle est absolument justifiée. Le burn-out institutionnel est une réalité. On ne peut pas rester dans des logiques qui sont quand même très fortement dosées en technocratie sur des mécanismes financiers extrêmement complexes. Il faut regarder le cœur du sujet. Que fait-on de nos anciens atteints de troubles physiques ou cognitifs? Comment veut-on les accompagner et maintenir leur vie de manière digne? Et donc, aujourd'hui, les professionnels n'acceptent plus de porter seuls cette question en étant dans une technicisation de leur métier qui les coupe du fond de ce qui a fait leur choix, qui est d'accompagner une personne dans tous les aspects de sa vie, et non pas simplement d'être un distributeur de pansements, un distributeur de douches, un distributeur de tel ou tel acte technique. Juste un chiffre pour dire que c'est justifié. Le taux d'accident du travail est supérieur à celui du secteur du BTP. Voilà, c'est parlant ça. C'est un bon exemple. Est-ce que nous avons d'autres retours de questions? Il y en a beaucoup qui se posent, donc ça bouchonne un petit peu. Alors, pouvez-vous dire un mot sur les résidences-services? D'accord, donc sujet connexe pour personnes âgées autonomes qui travaillent à la prévention de la perte d'autonomie. C'est Marie qui pose cette question. Les résidences-services, déjà, c'est pas très connu du grand public. Les résidences-services, c'est le pendant privé de ce qu'on appelle les foyers-logements ou les logements-foyers. Donc les résidences-services, c'est en train de naître, c'est en plein développement, c'est en plein boom, et ça propose des appartements, des vrais domiciles, hein, avec des services, une vraie sécurité. Donc ça lutte finalement contre l'isolement social, ça prévient la perte d'autonomie, et c'est très bien pensé, beaucoup plus qu'il y a 10 ans lors des premières générations des résidences-services. C'est une alternative. Après, il faut, pour les résidences-services, tout le monde n'a pas forcément les moyens. Hein, mais c'est une réponse, et ça participe en tout cas à la prévention de la perte d'autonomie. Je pense que l'idée des résidences-services est intéressante, mais c'est aussi intéressant de se dire qu'on peut imaginer l'architecture, je l'ai dit tout à l'heure, des maisons de retraite en intégrant cette logique-là. C'est-à-dire que avoir une maison de retraite qui est coupée de la vie de la commune, c'est une mise en danger des gens. Ce qu'il faut maintenant imaginer, c'est de faire en sorte que dans la maison de retraite, il puisse y avoir des occasions pour les gens extérieurs à la maison de retraite d'y venir. Nous, dans le changement architectural qu'on a fait, on a élargi l'entrée et on fait venir des commerçants. Non pas pour que les résidents soient les premiers clients, parce que c'est assez limité, mais parce que finalement, nous sommes le plus gros employeur de la commune. Et donc, les commerçants savent faire leur compte, et ils sont très contents de venir vendre au personnel le temps de leur pause ou quand ils partent après le travail, des choses du quotidien qui seront sur leur lieu de travail. Ça fait venir de la vie, ça fait venir du mouvement. Et donc, c'est une transposition de l'intérêt des résidences-services qui permettait d'avoir des propositions alternatives, complémentaires, et c'est pas simplement un lieu de logement, pour faire en sorte que l'EHPAD ne soit pas coupé du village. Je pense que c'est un aspect très important. Et alors Françoise, on prend la question, mais on peut revenir sur le sujet si vous le souhaitez. L'effort financier des pouvoirs publics pour les personnes dépendantes ne devrait-il pas se porter en priorité sur le maintien à domicile? C'est Françoise qui pose cette question. Et je vois dans la salle des têtes qui disent non. Alors, messieurs, qu'en dites-vous? Pourquoi non? Parce que le maintien à domicile. Le maintien à domicile, La maltraitance est beaucoup plus présente à domicile qu'en établissement.
Donc le maintien à domicile n'est pas la seule solution. En fait, c'est un panel de solutions, mais c'est souvent répandu chez nous tous, hein, que ce qui doit primer, c'est le maintien à domicile. D'ailleurs, certaines lois, et avant même celles auxquelles on a fait référence, fixaient comme objectif, comme principe, le maintien à domicile. Pardon de reprendre, parce que la sémantique est importante, mais pardon de reprendre ce mot du maintien, de rester à domicile, c'est mieux. Je ne sais pas s'il faut opposer les deux, c'est-à-dire domicile ou établissement. Il y a des seuils de dépendance qui font que c'est quand même à un moment donné nécessaire de pouvoir être accompagné par des professionnels. Après, je crois que le vrai problème, donc je ne veux pas opposer financièrement les deux, mais le vrai problème, c'est de ne pas vivre perclus. Il y a une mise à l'écart dans les établissements, ce qui fait que chacun se dit moi je préfère vivre chez moi à domicile, et on le comprend. Mais il y a un isolement caché qui est terrible à domicile de certaines personnes dépendantes qui n'ont pas été amenées à toquer à la porte d'un établissement, et qui est peut-être encore plus tragique. Donc la question, c'est comment on remet des liens avec nos anciens, que ce soit en établissement ou à domicile. Et donc dans ce sens-là, la palette de choix doit se diversifier. Alors, on est venu implicitement sur une question importante qu'on n'a pas encore vraiment abordée, c'est la question du financement, effectivement, de cette dépendance ou de cette perte d'autonomie. Je voudrais simplement, pour amener cette question, donner quelques chiffres qui sont issus soit de la Cour des comptes, soit de l'INSEE, enfin de gens tout à fait responsables et compétents. Malgré les différentes lois, et il y en a eu au moins 6 depuis le début des années 2000, et vous les avez rappelés, la loi instaurant l'APA, notamment en 2001, 2004, la journée effectivement de solidarité. Il y a eu d'autres textes de loi, mais on n'a pas vraiment résolu la question, et l'on a vu tout à l'heure l'augmentation des besoins sur les quelques décennies qui viennent. Aujourd'hui, on a un besoin de l'ordre de 30 milliards d'euros. Alors, il faut prendre les chiffres avec prudence, parce que vous savez, ils ne se recoupent pas toujours les uns les autres, mais enfin, c'est celui qui revient le plus clairement. Et ce qui est intéressant, c'est non pas le chiffre de 30 milliards d'euros, mais c'est le chiffre à l'horizon 2040-2050 qui amène à peu près un doublement du besoin. C'est l'ordre de grandeur, encore une fois, à prendre avec précaution, mais de l'ordre de 50 à 60 milliards d'euros, sachant que déjà aujourd'hui, les difficultés de financement sont bien là. On le voit avec les départements, on le voit avec les mouvements sociaux des personnels ces jours-ci. L'APA notamment a explosé. 600 000 bénéficiaires en 2002, plus de 1 million en 2010 et sans doute plus de 2 millions à l'horizon 2040. Ça montre aussi le sujet avec ces chiffres sont un peu rébarbatifs, mais bon. Et les coûts d'ailleurs ont suivi, puisque l'on était en 2002 à moins de 2 milliards d'euros et proche de 6 actuellement. Et évidemment, ce besoin de financement va sans doute continuer à augmenter. Alors, question, vous avez évoqué tout à l'heure la création du fameux 5e risque. Est-ce qu'il faut revenir, retrouver, malgré la crise des finances publiques, évidemment, on le sait tous, vers cette logique du 5e risque? Est-ce qu'il faut aller vers un autre système ou cumuler plusieurs systèmes de type assurantiel? C'est le choix qu'a fait au moins partiellement un pays comme l'Allemagne, depuis d'ailleurs assez longtemps, puisque je crois que c'était en 1995 que l'Allemagne a fait ce choix de l'assurance. Après tout, pourquoi pas? C'est à réfléchir. Est-ce qu'il y a d'autres modes de financement? Et puis j'ajoute une chose dont il a été question, vous en avez parlé l'un et l'autre, c'est que sur ce besoin de financement des 30 milliards, il y a le reste à charge pour les familles. Et ce reste à charge, il est évalué à peu près à 7 milliards aujourd'hui, avec effectivement des familles qui sont en difficulté pour assurer ce financement. Donc comment fait-on dès lors que les chiffres vont augmenter? Alors, vous n'avez pas évidemment les solutions, moi non plus, mais c'est l'objectif de Force républicaine que de réfléchir à tous ces sujets, comme on le fait là, de les poser dans toute leur dimension humaine, mais également dans la dimension de gestion par les pouvoirs publics, parce que c'est là la responsabilité des élus, notamment, que d'apporter des perspectives de solutions. Alors, je vous pose la question à tous les deux, sachant que cette question est infiniment complexe, on ne va pas la résoudre en 2 minutes, mais est-ce que l'on peut combiner des systèmes qui vont permettre cette
cette prise en charge financière, et peut-être d'ailleurs en s'appuyant sur la méthode que vous proposez qui permet aussi de réduire le besoin dans l'intérêt de tous. Bon, moi, je pense qu'il y a deux leviers. Le premier, c'est être créatif, c'est-à-dire qu'on peut améliorer le parcours de soins des personnes âgées et faire des économies. Il y a moult exemples, je vais vous en donner un. Dans les EHPAD, vous me dites si c'est faux ce que je raconte, mais souvent, les personnes sont allongées très longtemps, il y a ce qu'on appelle des escarres. Les escarres, ça revient très cher en soins, etc. Et on s'aperçoit qu'en fait, les escarres, ça vient très facilement parce que... non, je vais le dire autrement. Le fait de petit déjeuner très tôt, qu'il y ait une longue plage horaire la nuit, en fait, où les personnes âgées ne s'alimentent pas, facilite le développement des escarres. Voilà ce que je veux dire. Donc là, on est sur de l'organisationnel, c'est-à-dire que les équipes partent tôt. Donc si ils pouvaient se nourrir un peu plus régulièrement, en clair, il y aurait moins d'escarres et ça coûterait beaucoup moins cher. Et je trouve que c'est en millions, en milliards même que ça se chiffre. Bon, je ne suis pas très précis, mais des exemples comme ça, il y en a pléthore. Et après, il y a aussi des moyens de financement. Je pense par exemple au viager mutualisé. Hein, il y a beaucoup de propriétaires, donc le fait de pouvoir vendre, viager c'est connoté, mais de vendre en amont, avant son décès, son bien pour pouvoir se payer des services et rester effectivement à domicile et donner peut-être aussi une partie à sa descendance. Ça, il faudrait le développer. Il faut aussi réfléchir sur l'épargne. Pourquoi est-ce que l'épargne n'est pas fléchée sur tout ce qui est silver economy, tout ce qui est service dans le champ du vieillissement. Beaucoup de pistes au travers de... Après, il y a ce qui est classique, c'est la prestation autonomie, 5e risque, les successions, les CSG, etc. Mais moi, personnellement, j'ai pas d'avis. Je pense qu'il faut... Vous n'avez pas la baguette magique et c'est rassurant. Non. Il faut jouer sur tous les leviers. Vincent You. Alors moi, un levier que vous évoquez et que je vais développer, c'est que finalement, les 40 résidents qui sont dans l'entrée assis à somnoler, s'ils passent leur journée sans activité, ils finiront leur journée en n'arrivant pas à dormir. Et pour cause, en ayant somnolé toute la journée. Et donc, on va trouver quelqu'un qui va prescrire un somnifère. Vu que ce sont des résidents qui ont déjà des pathologies nombreuses, il y a des risques qui en découlent, et donc en général, ça se traduit par des chutes. Donc le burn-out institutionnel, j'aimerais qu'on le traite en premier. Si c'est l'objet d'un 5e risque de traiter cette question sur le fond, très bien. L'économie, c'est de remettre la dignité de la personne dans un sens où des activités sont possibles en fonction de ce qui reste des capacités maintenues, de faire en sorte que cette personne, le soir, soit fatiguée de sa journée, qu'elle dorme tranquillement, sans somnifère. Et donc, dans ce sens-là, je crois qu'il y a une économie qui est très importante. Et je ne crois pas que ça soit si léger que de synthétiser les choses comme ça, parce que malheureusement, dans beaucoup de lieux, nous en sommes là. Alors, il y a heureusement, ici et là, des exemples qui sont beaucoup plus positifs. Et donc, je suis loin de dire que tout est négatif de manière aussi sommaire que ce que je viens de présenter. Moi, je ne voudrais pas que la logique du 5e risque soit simplement une politique financière, technocratique, sans se poser la question du sens du travail, de la dignité humaine. Et je pense que c'est très important qu'on soit aussi très présent sur des axes de ce type-là. Ce sont des vrais choix politiques. Je crois qu'il y a une nécessité d'avoir une formation des professionnels qui soit revue. Moi, les aides-soignantes que j'ai dans mes équipes, pour certaines, elles sont formées depuis 2 ans. Jamais, dans leur formation d'aide-soignante, elles n'ont entendu parler de ce qu'on est en train de découvrir avec les méthodes Montessori. Et ça, je trouve ça scandaleux. C'est-à-dire qu'on les forme à un plan de soins. Elles sont dans une industrie du nursing à distribuer des médicaments ou des pansements, et ça n'est pas la question du vieillissement et de la dignité des personnes âgées. Donc je pense qu'il faut qu'on aille aussi très fort dans une exigence de qualité. Édouard de Henzel. Une autre source d'économie, c'est que toutes les études montrent qu'une perception positive du vieillissement permet de vivre beaucoup plus longtemps en bonne santé. Le simple fait de rire, même de sourire souvent, retarderait, ça s'est démontré apparemment, les premiers symptômes de la maladie d'Alzheimer. Mais ça ne coûte rien, ça.
Voilà. Donc écoutez, je vous propose de rire là, collectivement. Voilà, donc nous avons... non, mais c'est important parce que je pense effectivement que, y compris dans le domaine de la santé, les politiques de prévention sont très à la marge et que là, nous avons aussi un grand champ de réflexion et de propositions. Il me reste à vous remercier tous les deux. Bien sûr, chers amis, nous n'avons pas épuisé la totalité du sujet Temps sans faux, mais l'heure passe et l'on s'est engagé à respecter les horaires. À vous maintenant de plancher dans les différents ateliers, de faire remonter vos propositions ici à Force républicaine. Nous allons les rassembler, nous allons en faire des synthèses, nous allons travailler sur tout ça et nous en sortirons un corpus de propositions Force républicaine que nous verserons au débat, comme nous l'avons fait sur le précédent débat sur l'immigration. Je vous remercie vraiment beaucoup, tous les deux, pour vos propos qui, j'espère que vous avez partagé ce point de vue ici et un petit peu partout, qui donnent de l'air, qui changent les choses, qui changent le regard et qui nous proposent des perspectives concrètes. Voilà, c'est quelque chose que l'on aime beaucoup à Force républicaine. Et puisque je parle de Force républicaine, j'ai son président devant nous, Bruno Retailleau, à qui je vais demander un petit mot de conclusion, s'il le veut bien. Merci Serge. Je voudrais bien sûr remercier Vincent You, Eduardo Hetzel, et puis ceux qui sont avec nous et ceux qui ne sont pas avec nous, mais qui nous regardent. C'est le deuxième mercredi de Force républicaine. On a commencé à 40 ou 50 ateliers. On est à pratiquement 60 et près de 800 personnes qui, pratiquement dans toutes les régions françaises, travaillent avec nous ce soir. C'est un sujet d'actualité puisqu'on a parlé de la grève, évidemment. Mais au-delà de l'actualité, à chaque fois, on essaie de relier les mercredis, les thèmes de Force républicaine et de ces mercredis à l'actualité. Mais en réalité, c'est bien au-delà de l'actualité. C'est un thème qui est absolument fondamental, qui tient à une raison qui est une raison forte, qui est une raison démographique. C'est le vieillissement de la population. Et on entre dans cet hiver démographique. Il faudrait d'ailleurs, avec le pendant, faire en sorte qu'on puisse en même temps parler un jour de politique familiale parce qu'on ne peut pas accepter un vieillissement démographique de la population. C'est un point que je veux quand même souligner, alors que depuis 3 ans, et ça se répète cette année encore, c'est la politique familiale qui a été sérieusement attaquée. Il y a une autre raison en dehors de cet aspect démographique, c'est un aspect beaucoup plus anthropologique. Et moi, j'assume totalement, puisque ce soir, la plupart de celles qui nous ont regardés se disaient on va avoir des solutions, le 5e risque, les milliards, comment on fait pour financer. On assume le fait qu'il s'agit de prendre cette question d'abord par le bon bout, c'est-à-dire par rapport à cette éthique de la dignité, à cette éthique de la fragilité, et dire que toutes ces questions qui concernent la personne humaine ne sont pas d'abord des questions d'ordre financier, mais sont des questions beaucoup plus d'ordre humain, anthropologique. Et on est passé... Je ne sais pas si c'est Edouard ou vous, Vincent You, qui l'avez indiqué, c'est qu'on est passé en quelques décennies d'une société dont les valeurs principales étaient valorisées, qui étaient celles de l'expérience, celles de la transmission, celles de la sagesse, qui sont corrélées souvent à l'âge, à une société qui survalorise la performance, la forme, la beauté du corps, et en même temps la vitesse, la mobilité, qui sont finalement des valeurs effectivement attachées à la jeunesse. Et on est ici souvent aujourd'hui dans un discours du jeunisme qui déclasse en réalité toutes celles et ceux qui ne correspondent pas aux standards que la société attend et aux standards qu'on nous montre à longueur finalement de spots publicitaires. Donc ça, je pense que c'est absolument essentiel. Bien sûr qu'il y a d'autres éléments. Il y a bien sûr des éléments d'organisation, des éléments de financement, du choix. On a parlé par exemple des EHPAD, des résidences plutôt services, bref, des accueils collectifs. Moi, je pense qu'il faut développer toute une gamme de services. Parce que ce qui est important, c'est le libre choix. Que ceux qui veulent rester le plus longtemps possible chez eux et à domicile, et ça coûte souvent moins cher, puissent le faire. Et qu'on puisse en même temps avoir des solutions de type d'accueil collectif, parce que vient un moment où le grand âge, la dépendance rend nécessaire, mais qu'à ce moment-là, le bien vieillir soit fondamentalement au rendez-vous. Voilà ce que nous voulons assumer. Assumer qu'une politique du grand âge, de la vieillesse,
a des fondements anthropologiques qu'il ne faut jamais oublier. Et ça, de ce point de vue-là, Vincent Youn nous a beaucoup apporté pour nous dire qu'il y a d'abord une question d'approche, finalement, de la personne humaine. Et c'est avec cela, c'est avec cette approche-là qu'on pourra résoudre, en tout cas être plus fort sur ces questions qui sont des questions très lourdes de société. Voilà, donc merci. Alors maintenant, on travaille. On n'a pas épuisé, comme à chaque mercredi, le sujet. C'est à vous de travailler dans les régions, dans les départements. Et puis, avec Serge, qui a l'habitude, nous ferons une synthèse qui permettra finalement de fonder un vrai socle, une doctrine, finalement, sur le vieillissement de la population qui est absolument nécessaire, puisque nous en sommes, si j'ose dire, qu'à la veille. C'est un sujet très lourd de société qui va nous entraîner dans les prochaines décennies et même dans les prochaines années à faire des choix politiques extrêmement importants. On aura l'occasion d'en reparler. Merci Serge. Merci beaucoup Bruno, merci à tous, merci ici encore une fois d'être venus nombreux. Je vous rappelle deux petites choses qui sont des grandes choses. Prochain mercredi de Force républicaine que nous allons consacrer à un autre sujet particulièrement important, compliqué et lourd, c'est la dette. C'est la dette, et oui, parce qu'il y a une sorte de miracle qui fait que l'on ne veut plus en parler, on n'en entend plus parler, mais vous savez, c'est comme la bébête, elle monte, elle monte, elle monte. Et il y a un jour où ça va devenir extrêmement compliqué, et difficile, voire explosif, comme vous le dites dans la salle. Donc, on essaye, on veut faire des choses sérieuses à Force républicaine, et on pense qu'il est important et urgent de remettre ce dossier sur la place publique. Et puis, deuxième rendez-vous, autre sujet fondamental pour lequel il va y avoir quelques rendez-vous en 2019, vous l'avez deviné, c'est l'Europe. Et là, avec Force républicaine, nous consacrons donc une convention consacrée à l'Europe, et ce sera le 24 mars prochain à Paris, et vous y êtes toutes et tous cordialement invités. Nous vous y espérons très nombreux. Bonne soirée et surtout bon travail.